Question 5. Hernie discale. Nous sommes en présence d'un patient qui souffre de douleurs chroniques avec dysesthésie et troubles moteurs séculaires sur hernie discale malgré une opération chirurgicale 2 ans auparavant. Nous lui proposons un traitement à base de gabapentin et de morphine. En cas d'échec de celui-ci, nous aurons recours à une stimulation électrique médulaire. Tout d'abord, un peu d'histologie et d'anatomie. Le disque intervertébral, qui est ni vascularisé ni énervé, est composé d'un nucleus pulposus central et d'un anneau fibreux périphérique. Le noyau pulpeux contient un liquide visqueux riche en acide hyaluronique, dont le rôle est de transmettre, d'amortir et de répartir les pressions. Le fibreux cartilage périphérique, quant à lui, permet de maintenir le disque aux vertèbres et d'assurer sa résistance. C'est lorsque cet anneau se déchire, permettant au nucleus pulposus de faire protrusion à l'extérieur, que l'on parle d'hernie discale. Le déplacement du disque va comprimer la racine d'un nerf spinal qui provoque une douleur sur le territoire de ce nerf. Les hernies les plus fréquentes sont au niveau lombaire, on en retrouve peu au niveau thoracique. Au niveau cervical, cela peut arriver aussi, mais pour rappel, il n'y a pas de disque entre C1 et C2. Les facteurs de risque pour l'hernie discale sont par exemple l'obésité, les mauvaises postures, l'âge, la grossesse, les prédispositions génétiques, mais aussi les mouvements brusques. Cela engendre une rupture de l'anneau fibreux et une protrusion du nucleus pulposus. L'hernie compresse alors un nerf spinal qui engendre une inflammation. Cette inflammation, par libération de cytokines, va stimuler les fibres A delta et C qui vont être à l'origine d'une libération massive de glutamate dans les cordons postérieurs de la moelle. Cette libération de glutamate entraîne par sa liaison sur les récepteurs au NMDA une dépolarisation des neurones nociceptifs et une entrée massive de calcium intracellulaire. Ces modifications vont être à l'origine d'un état d'hyperexstabilité de longue durée. D'autre part, l'épinette qui entoure l'air est constituée de vaisseaux et donc la compression du nerf va diminuer l'irrigation de ce nerf et engendrer une dégénérescence des neurones qui conduit à des troubles moteurs et des troubles de sensitifs. Et dû à la diminution de l'innervation motrice des muscles, nous aurons une perte de force ainsi que des troubles des réflexes ostéotendineux. L'examen de la douleur permet de déterminer où elle siège, cervicale, lombaire ou dorsale, où elle s'irradie selon le trajet du nerf. Si elle est de type inflammatoire, dans ce cas la douleur réveille le patient pendant la nuit et n'est pas calmée au repos, ou alors si au contraire elle est plutôt d'origine mécanique. Un patient atteint d'une hernie discale verra sa douleur augmenter en intensité lors du réflexe de toux. L'examen clinique permet également de déterminer des déficits moteurs liés à une diminution de l'innervation musculaire. Cette force musculaire peut être calculée par l'échelle MRC, qui va d'un score de 0 à 5, allant d'une perte de force totale à une force tout à fait normale. L'examen clinique permet également de déceler des troubles des réflexes ostéotendineux. Ici, dans le cas des réflexes myotatiques rotuliens, lorsque l'on percute le tendon, les fibres neuromusculaires vont s'étirer et envoyer l'information vers la moelle. Là, le neurone sensoriel va faire 2 synapses, une avec le motoneurone alpha du muscle agoniste et une autre avec un interneurone inhibiteur qui va lui-même se projeter sur un motoneurone alpha du muscle antagoniste. La résultante est un mouvement opposé à celui du muscle stimulé. On aura donc dans ce cas une extension de la jambe. Il y a aussi des signes physiques, comme le signe de Lazec. Si l'élévation du membre inférieur déclenche une douleur pour un angle de 60 degrés, on a un signe de Lazec positif qui est témoin de la compression d'une racine nerveuse. Dans le signe de Terry, le patient est allongé sur le ventre, le médecin force l'extension de la jambe vers l'arrière. Le degré de flexion avant l'apparition de la douleur donne une mesure de la sévérité de la cruralgie. Enfin, la dysesthésie est une diminution ou une exagération de la sensibilité. Dans ce dernier cas, elle peut se manifester par des sensations de douleur, d'engourdissement, de picotement ou de brûlure. Lors de l'examen de la sensibilité, le patient commet des erreurs de localisation, a un retard à la perception et a des altérations. Les traitements proposés seront la morphine, qui est un alcaloïde de l'opium, et va donc se fixer sur les récepteurs mu. Elle module la transmission du message douloureux vers les centres supérieurs.
La gabapentine, elle, est un analogue du GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur très puissant. Le rôle de la gabapentine sera de potentialiser celui de la morphine. Et enfin, en cas d'échec, nous aurons recours à la stimulation électrique médulaire, qui permet d'envoyer une pulsion électrique provoquant une paresthésie, c'est-à-dire un fourmillement, et qui permettra de soulager la douleur du patient. Pour résumer la situation, nous pouvons dire que le déplacement du disque intervertébral a pour effet de comprimer la racine d'un nerf. Le patient va ressentir des douleurs et des troubles de la sensibilité sur les territoires innervés par ce nerf. De plus, il aura une perte de la force musculaire. Le traitement médicamenteux ainsi que la stimulation médulaire a pour but essentiel de diminuer la douleur.